Pam 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 pam, c'est le super jingle de Ultra Giga Cool. Petit problème technique que l'on connaît depuis 1 heure, mais du coup on va faire comme si ça fait pas 1 heure qu'on est en train de discuter. Gaëtan, salut, comment ça va? Je fais des grands signes, mais au final, c'est sur un podcast, donc ça ne sert strictement à rien. Ouais, bah pour ceux qui verront la version vidéo, si un jour elle sort, parce que le PC a pas explosé au sommet de tous nos problèmes techniques, bah sinon c'est la version audio. Normalement, j'étais censé passer un petit jingle qui va représenter le début de Ultra Giga Cool. C'est l'épisode 0 du podcast, ou l'épisode 1, on verra. En tout cas, c'est le tout premier. Et on n'a même pas de sujet. L'idée, c'était vraiment de lancer le truc et de parler un petit peu de création de contenu, de vidéos au format vertical, de publicité en ligne. Et pour ça, eh bien, j'ai fait appel à mon homonyme Gaëtan, qui est développeur et qui fait aussi du contenu sur TikTok. Et je crois même que là, tu as passé un jalon très important. Gaëtan, dis-nous un petit peu, quel jalon tu as atteint en termes de nombre d'audience? Quel jalon j'ai atteint? Oh bah, je fais partie des gens qui ont 10 000 abonnés sur TikTok. Non mais attends, t'as un jalon qui est plus intéressant que ça. T'as Ah ouais? dépassé mon nombre d'abonnés. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'ai dépassé ton nombre d'abonnés, c'était ma grande fierté parce que t'as commencé 3 mois avant moi. Ouais, ouais. Donc, J'avais de l'avance, j'avais en gros 10 000 abonnés d'avance et tu m'as rattrapé et tu m'as dépassé. C'est vrai que ces derniers temps, moi, bon, je vais me trouver des excuses. J'avais pas internet à la maison, j'avais une 5G toute claquée, ça compte, mais ça excuse pas tout. Toi, tu as été très régulier, tu as fait du contenu, faudrait que les gens aillent le voir, mais explique-nous un petit peu ce que t'as mis en place et comment tu as amélioré un petit peu tout ça pour en arriver à 12 500, presque 13 000 abonnés là. voilà, bah, je vais me décrire un petit peu comme ça les gens vont avoir un peu de Ouais. background. Donc, moi je suis un ingénieur en informatique, donc je suis spécialisé en développement d'applications web et ma spécialité c'est le JavaScript. Mhm. Donc c'est pour vraiment mettre dans le contexte tout ce que je fais. Donc je suis dans un marché de niche et je parle d'une niche dans la niche dans la niche. Donc pour vous dire, et je pense que c'est même la différence qu'on a entre nos deux chaînes, c'est que toi tu es assez généraliste et en plus moi je suis dans une niche de niche de niche. Donc Alors, c'est marrant que tu dises ça parce que pour le coup, je considère que je suis dans un truc qui est très niché. Tu vois, la publicité, Facebook, TikTok. J'ai pas l'impression que ça parle à une grande portion de la population et que pour le coup, le code, ça intéresserait plus de monde. Surtout la manière dont tu le traites. Et c'est un compliment parce que c'est quand même vachement vulgarisé. Mais en fait, le point qui m'intéressait là-dessus, c'est donc tu as mis en place un espèce de système de petites animations. On voit jamais ta tête sur non. TikTok. Qu'est-ce qui t'a décidé de faire ça? Qu'est-ce que tu as fait en fait? Alors, là où moi j'ai une particularité, comme tu l'as dit, c'est que je ne monte pas ma tête. Donc avec le podcast, vous ne verrez pas ma tête non plus. J'ai créé ma propre application pour créer mes vidéos TikTok Mhm. que j'ai conçues parce que les applications type Premiere Pro, DaVinci Resolve n'étaient pas assez performantes pour ce que je voulais faire. Et pour ceux qui n'ont jamais vu un tuto de code, normalement un tuto de code, vous êtes en train d'écrire votre code et vous êtes en train de parler en même temps. Donc c'est excessivement dur soit de parler correctement ou d'écrire correctement. Il y a toujours un décalage entre les deux, vous n'arrivez pas à synchroniser votre voix avec ce que vous êtes en train d'écrire, donc il y a beaucoup d'erreurs. Le seul truc c'est que en plus de ça, vous devez faire des commandes sur votre PC, donc c'est très difficile. Mhm. C'est un bon exercice, mais c'est très difficile. Donc ce que je fais, c'est maintenant j'enregistre ma voix et par-dessus j'ai créé un logiciel qui permet de resynchroniser le code que j'écris. En réalité, j'écris pas du tout le code, je fais juste un copier-coller dans mon logiciel et je synchronise ma voix avec le code et comme ça, s'il y a une erreur, je peux changer l'erreur. Parce que si vous faites un tuto de code qui dure 10 minutes et que vous êtes trompé à la troisième, vous avez 7 minutes de perdu. Et est-ce que, alors, je connais pas ton contenu par cœur, hein. J'ai vu quand même pas mal de tes vidéos, mais je sais pas si par exemple dans une de tes vidéos, tu as dit tout simplement cette vidéo est générée par un logiciel que j'ai codé moi-même. Est-ce que tu l'as Non, déjà fait? non, je l'ai jamais fait parce que ça n'a pas trop d'intérêt. Il faudrait que je le fasse. J'en ai parlé sur LinkedIn Mhm. un petit peu. Mais non, parce que déjà, moi, il y a pas mal de trucs que j'ai rajoutés en plus sur le logiciel que j'ai fait. Par exemple, moi, j'utilise beaucoup de l'intelligence artificielle Mhm. pour générer du contenu.
Mhm. Que ça soit le code, par exemple, on a des applications maintenant, on leur dit ce qu'on veut écrire comme exemple de code et ils arrivent à donner on va dire un sample de code. Bon, il faut le modifier quand même. Bah, c'est un peu comme ceux qui utilisent GPT-3. Mhm. Donc, par exemple, bah, même GPT-3, on peut l'utiliser pour faire la même chose. Des fois, j'ai écrit des scénarios avec GPT-3. Donc, ça n'a pas été des grands succès à l'heure actuelle parce que je pense qu'il n'est pas encore assez incisif. Pour ceux qui ne savent pas, GPT-3, c'est une intelligence artificielle qui parle en langage naturel. Donc, il peut écrire des articles de blog, qui peut écrire Du du code. marketing. Et il peut écrire des scénarios de vidéo. Mais pour l'instant, ça marche bien si vous postez sur LinkedIn. Parce que les gens ne se rendent pas compte que c'est une machine qui l'a écrit. Mais dès que vous passez au format vidéo, ça marche pas du tout parce que c'est pas, il n'y a pas assez de hook. Alors le hook, c'est pas assez attirant. C'est très formel la façon dont écrit l'intelligence artificielle. Tu sais que j'ai vu un mec qui faisait une vidéo sur TikTok comme ça où c'était chat GPT, s'il te plaît, écris-moi un code qui fait de la pluie. Et donc, bah, ça lui fait un petit code que ça tape devant ses yeux, un petit peu comme ce qu'on verrait sur ta chaîne. En fait, on voit le code qui s'écrit devant soi. Et à la fin, tu as une fenêtre qui s'ouvre. Et dedans, tu vois comme des petites gouttes de pluie qui tombent. Et à un moment, il dit ouais, ça me va pas, je préférerais que tu rajoutes quelques éclairs. Donc de temps en temps, tu as des flashs qui s'affichent. Et il dit non, les éclairs, je veux pas que ce soit des flashs, je veux que ce soit tu sais, des traits comme la foudre qui s'abat quoi. Donc la foudre, bon, il a pas trop compris, il le met en horizontal. Il dit non, mets-le-moi en vertical. Le gars, il a juste écrit comme je le dirais là, vraiment avec des mots en français. Fais-moi un logiciel qui fait de la pluie et de la foudre. Et à la fin, le truc, il le code devant ses yeux en quelques minutes. Et c'est incroyable. J'ai vu ça, je fais oh là là. Ouais, moi j'ai testé pour mon boulot et Ouais. ouais, c'est incroyable. Après, il y a des exemples qui te montrent que ça marche très très bien. Là tout à l'heure, je lui ai posé une question pour voir vraiment un truc vraiment pointu en JavaScript et il m'a répondu complètement à côté. Ouais, ouais. Bah après tu dois passer derrière quoi. Genre tu te sens pas menacé en tant que dev à cause de ça quoi. Non, 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 mais après, dans la création de contenu, je pense qu'il y aura d'ici quelques années une vraie évolution vers l'utilisation de la, oh, excusez-moi, je parle en anglais, De l'intelligence Euh, artificielle. de l'intelligence artificielle. Oui, j'étais en train d'essayer de vouloir le sortir, mais je le sortais en anglais. De l'artificial intelligence. Yes. Bah en vrai, je suis plutôt tout à fait d'accord avec toi. Bon, j'utilise pas vraiment de l'intelligence artificielle. Je pense plus à des outils, à des petits robots, de l'automatisation. Genre, il y a des trucs que je mets en place là. J'utilise un logiciel qui recycle mon contenu sur plein de plateformes. J'appuie sur un bouton, il l'envoie sur Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, YouTube, LinkedIn. J'ai rien à faire. Et là, j'ai commencé à utiliser un logiciel qui. Donc, le premier s'appelle Repurpose.io et le deuxième s'appelle Descript. Et Descript, c'est, on va dire, un petit peu d'intelligence artificielle dans la mesure où tu lui envoies un contenu vidéo, il te fait toute la transcription en entier. Donc, tu parles aussi longtemps que tu veux dans la vidéo. Lui, il va te donner le texte en français avec la ponctuation. Et après, ça te permet d'éditer la vidéo directement depuis le script. Ce que je veux dire par là, c'est si tu as une phrase qui s'appelle Salut Gaëtan, comment ça va aujourd'hui? Moi, ça va bien. Donc, elle va s'afficher en tant que texte comme dans un document Word. Si tu enlèves le comment ça va aujourd'hui, que tu le supprimes de ton document Word, on va dire, la vidéo va devenir Salut Gaëtan, ça va bien et toi? Genre, la phrase du milieu, elle va tout simplement disparaître. C'est trop bien foutu Ah et oui. c'est à la fin tu as des sous-titres animés et tout, c'est vraiment un truc de malade. Donc je l'utilise en ce moment et je vais l'utiliser pour le podcast, ça tombe bien. Tu vois. Ah ouais, bah ça, je pense que c'est vraiment bien. Bah, c'est tout à fait ce que je suis en train de créer comme application. Alors, moi, c'est plus pour vraiment m'aider à faire de la synchronisation de texte. Mhm. Et il y a un autre truc que je suis en train de voir, c'est que il y a un problème qui est résolu par aucun produit ni marché, c'est le fait que sur TikTok, par exemple, tu l'utilises en mode horizontal, mais Mhm. sur YouTube, il faut mieux faire du vertical. Et la question que je me pose, c'est comment on peut utiliser une intelligence artificielle qui va reformater ta vidéo de la bonne façon pour que le texte soit bien mis au bon endroit. Et je pense qu'avec une intelligence artificielle, on peut le faire assez facilement. On a juste à lui donner la vidéo on va dire dans un format et une autre dans
un autre format mais horizontal, vertical. Et ensuite, avec un certain temps, il pourrait apprendre comment j'ai déplacé les éléments et le faire automatiquement. Ouais. Toi la problématique, c'est que tu as vraiment des éléments graphiques qui sont organisés avec une certaine hiérarchie. Genre que tu serais sur une page web sur ton ordinateur, tu as le truc, il est en mode vertical, tu passes en mode responsive sur C'est ça. smartphone, c'est plus du tout le même affichage, quoi. Mais c'est vraiment inspiré de cette idée Ouais. de responsive content. C'est vraiment, mais adapté à la vidéo. Tu dis, je vais exporter en YouTube, le format c'est ça, donc tu me redéplaces tous les éléments pour que ça fitte correctement. Parce que si tu veux faire vraiment une vidéo qui soit adaptée à toutes les plateformes, c'est assez compliqué parce que tu dois remettre les éléments au bon endroit à chaque fois. Certains, tu dois les zoomer, tu dois vérifier que la résolution est bonne, tu dois recadrer. C'est grave, c'est une vraie problématique. Le fait que je recycle mon contenu, là, comme je disais juste avant, en soi, c'est vraiment pas une solution miracle. Parce que il y a un vrai truc en lequel je crois, mais qui prend du temps, c'est qu'il faut contextualiser son contenu en fonction de la plateforme. Sûr. Genre, tu fais une vidéo sur TikTok, tu peux utiliser les sons sur TikTok, tu peux utiliser les bulles de texte, tu peux mettre une petite cover que tu choisis avec une bulle par-dessus. Tout ça, ça fait que déjà, je pense que l'algo, il comprend que tu le fais à la main, donc ça te donne des points quelque part. Et surtout, quelqu'un qui découvre ton contenu, genre il va pouvoir vraiment interagir avec, il va avoir l'expérience à fond, et donc du coup ça te donne vraiment des points auprès de ton audience. Et le truc dont j'ai parlé à plusieurs créateurs, et ils ont un vrai problème là-dessus, c'est comment tu fais pour partir d'un TikTok, puis le balancer sur YouTube Shorts et Instagram Reels et Facebook Reels, et etc., sans perdre le côté natif où en gros tu vas devoir ouvrir ton téléphone, prendre la vidéo, la mettre sur Instagram, la découper, mettre les textes et refaire ça sur chacune des plateformes. C'est une perte de temps de malade. Et ça, honnêtement, j'ai pas encore trouvé de solution. Et tu as d'autres problématiques que tu peux rajouter par rapport à ça. Quand tu utilises par exemple YouTube Short, tu as une limitation d'une minute. Ouais. Donc, ça veut dire que si tu fais une minute, une seconde qui est autorisée sur TikTok, tu te retrouves à avoir une vidéo normale, mais au format Ah ouais. TikTok Short. Et là, tu es instantanément banni de YouTube parce qu'ils vont pas mettre ça en avant parce que t'es pas dans le format optimum pour des vidéos longues. Ah ouais, ouais. Et Ça rend très très moche. T'as ça, plus le petit sigle YouTube Shorts qui t'affiche sur ta vidéo. Tu fais, tiens, c'est bizarre ça. Pourtant, ma vidéo, elle fait 1 minute 00 point quelque chose. Et en ouais. fait, c'est une vidéo normale. Sauf qu'il y a les 2 tiers de l'écran, il y a rien. Ouais, et t'as pas le même reach, donc ça pose pas mal de problèmes parce que comment tu fais si t'as une vidéo de 2 minutes sur TikTok qui a une bonne rétention mais que tu la mets la même sur YouTube, elle aura pas le bon format et donc là tu vas te faire exploser par l'algorithme qui va tout de suite te dégager et c'est purement des contraintes techniques hein, là peu importe ton contenu hein. Ouais. Et ça en plus c'est un danger parce que je reviens toujours à repurpose.io là qui permet de faire plein de trucs, mais il n'y a pas forcément des garde-fous, j'ai l'impression, qui seraient, tu vois, si le contenu fait plus de telle longueur, ne pas le mettre sur telle plateforme, ce qui fait que tu peux pas automatiser jusqu'au bout. Et puis même, si tu veux, moi ma stratégie là, c'est je fais une vidéo, je la mets sur TikTok et sur TikTok, je lui fais la totale. Je lui mets un son, je lui mets des bulles de texte, je lui mets des captions, je link vers d'anciennes vidéos pour faire une espèce de SEO TikTok. Je me donne vraiment toutes les chances. Ça me coûte pas beaucoup d'énergie, mais je le fais sur une plateforme. Quand je rebalance sur d'autres plateformes, il y a tout ce qui a été fait sur TikTok qui est conservé. Les bulles de texte notamment, les captions, c'est les mêmes. Et la musique. Et la musique, là, ça me pose vraiment un problème. Parce que c'est un petit peu un jeu dangereux où si tu tombes sur la mauvaise musique qui est plus ou moins copyrightée, tu te fais striker sur une autre plateforme et là c'est encore un autre problème. Donc c'est un peu galère. À la base c'est quand même du contenu original quoi. Toi tu fais comment, t'adaptes un minimum, t'as un format pour chacune des plateformes? Non, alors moi ce qui se passe c'est que déjà je viens de YouTube. Donc YouTube qui est quand même connu pour sa politique très restrictive. Et ce qui se passe c'est que comme j'utilise forcément des musiques libres de droit, je me fiche de savoir sur quelle plateforme je les mets parce que comme tout est libre de droit, au final
C'est, j'utilise TikTok first. Maintenant, je fais tout sur TikTok en premier. Mhm. Mais dès que je repasse aux autres plateformes, comme la musique est la même, mais qu'elle est libre de droit, j'ai pas de souci particulier par rapport à ça, quoi. Et est-ce que tu as un premier retour, tu vois, vu que tu commences à avoir pas mal de contenu et que tu as une base d'abonnés sur TikTok, comment tu compares ça à YouTube Shorts, où justement à la base tu viens de YouTube, euh, ça change comment en termes de, tu vois, de CTR, donc à quel point les personnes vont cliquer sur la vidéo, est-ce que les personnes vont la regarder jusqu'au bout ou la regarder plusieurs fois, sans doute plus vu que c'est du plus petit contenu, mais c'est quoi ton ressenti là-dessus avec les shorts? Alors, avec les shorts, il y a une corrélation. En gros, ce qui marche sur TikTok marche sur YouTube et inversement. Ce qui marche pas sur TikTok ne marche pas sur YouTube. Il y a quelques fois, il y a des petites différences parce que on s'adresse pas à la même population. Mhm. Donc, par exemple, moi, je parle souvent de sujets qui peuvent être techniques et complexes. Mhm. Et parfois, sur YouTube, les sujets complexes marchent un peu mieux. Sur TikTok, à partir du moment où c'est trop complexe, la vidéo, elle est tout de suite, elle est éliminée, quoi. Ouais, j'avoue que là-dessus, retour un petit peu à ce qu'on disait au début sur le choix de la niche, on va dire quoi. Je me pose souvent la question, tu vois, entre faire un contenu qui est assez technique, assez pointu, qui apporte vraiment full valeur et, et faire un truc un peu plus snack content hein, comme voudrait la plateforme, il y a un vrai dilemme à trouver quoi. Genre, je parlais de Facebook Ads, faire un tuto en 60 secondes, c'est chaud quoi. Je donc comment toi t'as décidé peut-être d'adresser le problème avec finalement t'as un peu du micro tuto aussi sur TikTok avec ce que tu fais. Alors, ouais, c'est un sujet que je me suis vraiment posé parce que moi, ma niche, c'est vraiment d'apporter des connaissances aux gens, c'est créer de la valeur, même si c'est un peu galvaudé, mais quand tu passes d'un, on va dire, sur YouTube, ce qui était roi jusqu'à présent, c'est des vidéos de 10 minutes Mhm. qui t'expliquent pas grand-chose. En réalité, tu peux résumer ces 10 minutes en une Mhm. et tu fais vachement attention à ce que tu dis. Après, moi, j'ai lu un bouquin, alors je dirais pas le nom du bouquin parce que je l'ai oublié, Mhm. qui m'a fait repenser un petit peu ça, c'est d'utiliser une méthode qui s'appelle le micro-learning. Ok. Le micro-learning, c'est que tu dois résumer une idée en moins d'une minute. Ok. Et tu t'aperçois qu'il y a beaucoup d'idées, même dans le développement informatique, qui sont quand même des choses qui sont abstraites et compliquées. Mhm. Tu peux simplifier au maximum en faisant une phrase pour expliquer le problème, une explication en 3 phrases de comment résoudre le problème et une conclusion. Mhm. Et au final, une fois que tu as dit ça, tu dis ça en une minute. Mais au début, c'est quand même un jeu d'esprit pour pouvoir simplifier le problème au maximum. Et toute la valeur, elle est là-dedans. C'est vraiment de simplifier son propos. Et je me suis aperçu ensuite, parce qu'une fois que tu as fait ça, sur YouTube, c'était vraiment les vidéos de 10 minutes qui apportaient pas beaucoup de valeur au final. Les gens parlent très lentement. Et Mhm. c'est en plus pour ça que j'ai redéveloppé un logiciel pour le faire. C'est que les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont allumer leur ordinateur, leur micro, et ils vont pas couper, ils vont vraiment taper en live. Donc, on s'aperçoit que sur une vidéo de 10 minutes, il y a 7 minutes où c'est juste la personne qui est en train de taper et qui fait un peu de remplissage. Alors, je reviens juste sur ce que tu disais par rapport, en gros, à la structure de la vidéo qui a changé. Parce que ça veut venir appuyer ce que tu dis qu'il y a du remplissage. Sur YouTube, je crois si tu dépasses les 10 minutes, à une époque, tu étais monétisable ou je sais pas quoi. Donc, les gens faisaient en sorte d'avoir des vidéos qui faisaient une certaine durée. Là, sur TikTok notamment, et puis sur les autres formats shorts, non seulement tu as le format, je parle de 16 neuvième qui est passé en 9 16e qui a été changé, mais tu as la structure de la vidéo, elle aussi, qui a fait 180 degrés. On commence par la fin de la vidéo, presque. Genre, si tu dis pas tout de suite ce qu'il y a comme valeur dans ta vidéo, les personnes vont passer au contenu suivant. Là où sur YouTube, je caricature parce qu'il y en a quand même des millions de contenus, mais
c'est un peu plus genre dans cette vidéo, on va vous parler des points 1, 2 et 3. Le point numéro 3, je vous le révèle pas tout de suite, mais restez bien jusqu'à la fin pour que je vous explique ce que c'est. C'est un truc de malade. Sur TikTok, c'est le point numéro 3, c'est 3. C'est ça, c'est un truc de malade. Écoute, et maintenant je te montre ce que c'est. Et genre, t'es là, genre, oh, il se passe quoi, jusqu'à ce que tu réalises que la vidéo, elle est déjà finie, que tu viens de faire 2 vues, quoi. Donc, c'est pas du tout la même manière de penser, je trouve. Ouais, après les règles sont les mêmes, les gens ont l'impression que c'est 2 mondes différents et je pense qu'on en parlera ensuite. C'est juste que le hook sur TikTok doit être beaucoup plus fort. Et moi c'est pour ça que je suis pas utilisateur de TikTok parce que je trouve que les hooks sont ultra agressifs. J'ai l'impression, moi j'utilise TikTok pendant 20 minutes, mais j'ai l'impression de me faire agresser à chaque vidéo, quoi. C'est vraiment, on regarde ma vidéo. Après, tu vois, moi sur du contenu qu'on va dire intelligent, c'est peut-être un petit peu galvaudé de dire ça, mais où j'essaie d'apprendre aux gens, c'est très compliqué parce que tu dois faire un hook qui est assez agressif. Donc quand tu es en concurrence avec des jeunes filles en bikini ou des planques totalement débiles, quand tu dis attends je vais t'apprendre quelque chose avec un contenu vraiment où il va falloir réfléchir, ça peut être très compliqué. Ouais, c'est... et en plus, il y a pas mal d'amalgames à ce sujet-là sur TikTok, c'est une plateforme que pour ça. Donc, bon, mine de rien, il y en a beaucoup du trash content où il y a des gens qui dansent, qui font un peu de la merde. Donc, c'est difficile de sortir du lot. Mais ouais, il faut carrément se poser la question du hook. Et je suis d'accord avec toi. Genre, j'ai entendu, je sais pas combien de marketeurs qui disaient il faut passer 80% du temps sur le hook. Et c'est vachement vrai, mais c'est un exercice qui est assez dur parce que du coup, presque si tu survends pas ta vidéo, si dans les premières secondes tu dis pas un truc de ouf, justement comme tu disais, très très agressif, bah potentiellement ton contenu il va complètement tanker, quoi. Et c'est dommage. Toi, c'est genre combien de temps tu passes sur un hook sur une vidéo? C'est le sujet de ta vidéo, si ça fait ton hook, c'est quoi? Non, moi je pense que j'ai pas cette approche aussi agressive en marketing. C'est plus intuitif. Je sais qu'il y a des mots qui passent très bien. Je sais les problématiques des gens. Donc je vais le dire simplement. Après, moi j'ai une petite chose, c'est de rendre la vidéo beaucoup plus dynamique avec de la musique où je pense que le nombre de pulsations par minute est très élevé. Bon, moi ça me va très bien parce que c'est tout à fait le genre de musique que j'écoute, donc ça me va. Donc c'est vraiment un peu comme certains films. Je pense par exemple à un film qui est Everything Everywhere All at Once, où le film c'est un hook géant. Le film dure 2 heures, ça va à 300 km/h. Ouais. Et en gros, c'est toujours de maintenir une vitesse très rapide pour expliquer le contenu. Déjà pour l'histoire de la fameuse minute qu'on doit avoir sur YouTube, mais aussi pour que les gens restent accrochés. Mais c'est vrai que c'est très compliqué. Et quand tu expliques du développement informatique, tu peux pas faire un hook qui est une super promesse, parce qu'au final, non, c'est pas une super promesse. Mais après, ce que tu peux faire, c'est tu peux jouer sur les valeurs des gens, tu peux jouer sur leur ego, tu peux jouer sur ce que tu vas leur apporter. Il y a pas mal de tests, et c'est en ça que moi j'aime bien TikTok pour ça. C'est que sur YouTube, tu fais très peu de vues au final. Donc c'est très dur de tester des trucs que sur TikTok. Comme tu feras au minimum 1000 vues, tu vois tout de suite ce qui marche et ce qui marche pas, quoi. C'est très juste. Sur YouTube Shorts, je fais régulièrement aucune vue, donc je me demande comment l'algorithme fait pour mesurer la performance de mes contenus. Mais sur TikTok, ouais, tu peux carrément te permettre de publier plein de trucs et de voir ce qui sort et de le répliquer pour voir un peu ce qui marche. En tout cas, dans ce qui marche, moi je m'inspire d'un gars, enfin d'une certaine manière. Il y a MrBeast. Alors MrBeast, c'est pas n'importe qui, c'est le plus gros YouTuber au monde, pour ainsi dire. Le gars, il a des chaînes dans toutes les langues. Il publie des vidéos qui chacune font plusieurs centaines de millions de vues à chaque fois. Il fait les plus gros projets. Il a fait comment ça s'appelle, Squid Game en temps réel. Il a fait des vidéos genre juste pour se marrer. Il éclate des Lamborghini, il donne 100 000 euros à quelqu'un. Enfin, il fait que des trucs de ouf. Et ce mec, il est extrême sur YouTube dans sa manière d'aborder les trucs. J'ai regardé un peu ses interviews par où il est passé.
il passait des nuits entières à décortiquer des vidéos, à regarder si les vignettes elles étaient un petit peu de telle ou telle couleur ou quoi. Et le mec, de tout ce qu'il a appris, de tout ce qu'il a fait, de tout son succès, il le condense en 2 trucs. Il dit une vidéo sur YouTube, ça marche bien si c'est un taux de clic fois une durée de visionnage. C'est tout. Il l'a dit à plein de reprises. Genre, si tu as une vidéo sur laquelle les gens cliquent et qu'une fois qu'ils ont cliqué, ils la regardent jusqu'au bout, ça marche. Maintenant, moi, je me pose la question, genre, lui, il éclate des Lamborghini, il donne 100 000 $ à des gens pour rigoler. Je peux pas me permettre de le faire. C'est pas non plus mon contenu. Comment j'adapte ça, quoi? Genre, t'as déjà réfléchi à ce genre de questions? Ouais, parce que moi, tu vois, le taux de clic, c'est vraiment une chose qui est importante. Alors, sur TikTok, t'as pas trop ce problème-là du taux de clic parce que c'est l'algorithme qui choisit, mais t'as le temps de rétention qui est important. Alors moi, je le suis plus sur YouTube parce que sur YouTube, c'est plus facile de le voir, mais je pense qu'on peut le voir aussi sur TikTok. Et comme souvent, les taux de rétention d'une plateforme à l'autre changent pas trop. Mais c'est vraiment, il faut essayer de faire des vidéos où les gens vont rester le plus longtemps possible. Tu vois, et là, moi, je le vois avec mes shorts YouTube qui sont des TikTok. Les gens restent en moyenne sont quasiment à 100%. Donc, ce qui fait que j'en ai une partie qui est à plus de 100%. Donc, il y a pas mal de stratégies. Et sur MrBeast, c'est surtout, ses introductions sont ultra surcotées. Tu vois. Et moi, comme je monte pas ma tête, je fais du code, donc c'est un écran noir. C'est vraiment assez compliqué de vraiment faire du surcut. Alors, ça peut passer par le son. Par exemple, il y a une chaîne qui fait alors très peu de cuts, mais ils font des cuts sonores. Ça s'appelle Beluga. Je sais pas si tu connais Beluga. Le mec a 4 millions de followers. Attends, et en réalité, c'est juste un screen. C'est juste un screen de Discord qu'il fait. Alors là, je tape Beluga sur Google, j'ai des images de Beluga, of course. Bah ouais, mais non, la chaîne s'appelle Beluga, tu tapes Beluga. Ah ouais, Discord. oui. Ce mec, c'est un génie. C'est un génie. Ouais, c'est drôle. Et le truc, c'est que les cuts sont auditifs. Ouais. Les cuts sont auditifs. Et c'est très drôle parce qu'en gros, il met la musique de Discord qui fait. Ouais, c'est exactement ça. C'est des montages, je sais pas si c'est du motion design ou quoi. C'est un peu des screenshots où le gars il filme son écran, où il y a des gens qui font des discussions sur Discord, qui utilisent. Ça se passe tout sur du screenshot quoi. Et il anime ça, il met des petits sons, du coup c'est ultra dynamique, c'est vachement engageant. Le gars a littéralement explosé son contenu. Là je regarde ses vidéos, elles font quoi? 2 minutes, 370 000 vues. 2 minutes 30, 677 000 vues. 3 minutes, 845 000 vues. Le gars pète les scores à tous les coups avec des vidéos qui sont très courtes, qui sont, alors j'ai envie de dire très simples, c'est pas vrai. Elles sont faciles à regarder, tu vois, c'est des animations qui sont simples, mais je pense que la réflexion derrière et toutes les vidéos sont très complexes. Le montage doit être vraiment très sévère, quoi. Le montage, je n'arrive pas, tu vois. Moi, là, le but que j'ai avec mon logiciel, c'est de pouvoir carrément reproduire des interfaces entièrement. Ouais. Mais ça pose des gros problèmes. Reproduire l'interface de Discord de la façon dont il le fait, c'est assez compliqué, quoi. Et donc, je pense qu'il reproduit tout avec Photoshop, Premiere, After, et en gros, c'est que du fake. C'est pas un vrai écran. Ça doit être un travail de malade. Tu vois, je fais un petit peu de montage. Je suis pas un monteur pro. Mais je me suis amusé justement là pour faire des petits tutos Facebook Ads, à filmer mon écran, à essayer de faire en sorte que ça rentre dans du 9/16e pour TikTok et que les transitions, tu vois, ça glisse d'un écran à l'autre. Genre, tu es en train de voir un truc, c'est comme si tu faisais glisser l'écran jusqu'à l'autre bouton. Mis bout à bout, c'est plein de petits bouts de montage, il faut que ça soit précis, il faut que les raccords soient bien. C'est pas terrible ce que j'ai fait et ça m'a pris quand même de l'énergie, c'était assez compliqué. Lui, ce qu'il fait, genre, c'est 10 fois plus compliqué que ça. C'est chaud. Après, il y a des stratégies. En gros, tu peux changer le code d'une page web à la volée. Je pense qu'à certains endroits, il fait vraiment semblant que. En gros, il va dans une page web, il édite le code de la page web et il fait un screenshot. Mais il y a des endroits où je sais pas comment il fait. Il y a des endroits, quand tu vois qu'il y a quelqu'un qui est en train de tapping suivi du nom de la personne, ça, je sais pas comment il fait. Soit il hack le code et il enregistre l'écran, ce qui est possible.
Mais le plus simple, ça serait de le reproduire carrément, faire un faux Discord. Et tu vois, moi je me suis inspiré d'un film qui s'appelle Searching pour faire toutes mes vidéos. Donc c'est un film qui... Alors c'est pas un film en réalité, c'est un film vu du point de vue d'un ordinateur. Mhm. Et en gros tout se passe, comme nous là on est en train de se parler. Donc le film se passe sur l'écran de l'ordinateur. Et c'est comme si on avait enregistré l'écran d'un ordinateur, d'un téléphone. Et à aucun moment tu vois les acteurs directement dans l'environnement. Tu les vois toujours au travers d'une caméra. Ou des fois tu les vois pas, tu vois la bande son, tu vois qu'ils démarrent des applications Apple et tu vois comment ils se parlent. Ou des fois c'est du point de vue d'un téléphone portable. Mhm. Donc c'est assez intéressant de voir ça. Et le film dure quand même 2 heures, donc on peut se dire qu'un film où c'est juste un screen d'un écran, ça pourrait être compliqué, mais ça l'est pas du tout. L'histoire te maintient toujours. Bon, il y a plein on va dire, d'astuces. Et tu vois, moi je m'inspire de ça pour pouvoir créer le logiciel que je suis en train de faire et vraiment pouvoir dynamiser au maximum, quoi. Et ça reste quand même malgré tout ta chaîne. Derrière, tu es tout seul dessus. Hein, et l'objectif, du coup, c'est aussi d'avoir des yeux sur toi, sur ton travail, etc. Vu que tu te montres pas en vidéo, genre, qu'est-ce que tu en retires derrière de ta chaîne? Ça te donne un petit peu de street crédibilité dans le milieu des développeurs. Ça t'apporte des affaires de gens qui voient ton contenu. Peut-être un peu les deux? Alors, oui et non. Alors, directement, ça m'apporte rien au sens direct parce que tu vois, le problème, alors c'est peut-être une erreur que j'ai fait au départ, c'est que je fais des tutos qui sont plus pour débutants intermédiaires. Mhm. Donc, ça m'apporte, c'est pas les gens que je cible, surtout en tant que freelance ou en tant qu'ingénieur en informatique, c'est pas le genre de personnes que je cible. Mhm. Du moins, c'est le genre de personne que je cible, mais c'est pas le genre de personne qui va me recruter. Ouais. Mais à côté de ça, tu vois, dans une discussion où tu as des développeurs qui ont, on va dire, le même background que moi, ça fait toujours un plus et ça fait toujours un sujet de discussion quand je veux convaincre un nouveau client. Le truc, c'est que plus tu vas avoir une communauté qui va être grande, et plus c'est compliqué de dire à une personne, attendez, vous n'avez pas de compétences. Mhm. Moi, ma spécialité, c'est le JavaScript. Je suis suivi par en tout 17 000 personnes sur toutes les plateformes, du moins 17 000, 19 000 même, Mhm. sur toutes plateformes confondues. À un moment ou à un autre, une personne peut te dire, vous n'avez pas les compétences, mais je ne serai pas suivi par 19 000 personnes. Ça n'a pas de sens. Donc ça permet de lever des barrières, ça permet de de créer de la confiance beaucoup plus rapidement, ça permet de montrer mon travail Mhm. directement, tu vois. Et il y a un autre truc qui est important dans l'informatique, c'est que la pédagogie est super importante. Mhm. Parce que des devs qui sont, on va dire, qui sont un peu dans leur monde, Ok. les auditeurs déduiront ce qu'ils veulent. Je peux pas me permettre de Rain dire Man, ce Rain que Man. je pense vraiment, mais disons que la caricature du développeur, elle existe. D'accord. Elle existe. Et ça rassure qu'un mec, en gros, il va prendre son téléphone, il va devoir parler à un client, il va pouvoir expliquer de façon claire, précise, de vulgariser le contenu, parce que moi, je produis quand même des choses qui sont très abstraites. Mhm. Donc, c'est de la réassurance, quoi. Tu dis, non, je suis pas un psychopathe, je vis pas dans mon monde, je peux vous expliquer ce que je fais à n'importe quel moment. Surtout que en tant que freelance ou même en tant que développeur, on est un coût qui est très important. Mhm. On a des salaires qui sont assez élevés, donc ça rassure, quoi. Et tout ça quand même, bon, ça c'est le côté positif, of course, mais est-ce que tu kiffes faire ton contenu? Parce que honnêtement, de toutes les personnes à qui j'ai parlé de TikTok, de création de contenu, il y a vraiment un lieu commun, c'est le contenu ça prend trop de temps à faire, c'est compliqué, c'est voilà quoi. Faire du contenu, ça demande un investissement plus ou moins important selon les gens. Est-ce que toi, ça va, t'y arrives? Est-ce que tu kiffes faire ça? Alors déjà, je kiffe, et disons que ma spécialité en informatique, c'est l'automatisation des processus. Mhm. Je t'avouerai que moi, c'est une usine à gaz, du moins, c'est pas une usine à gaz, mais c'est vraiment une optimisation à chaque moment, tu vois, que je redéveloppe mon logiciel Mhm. pour coder mes vidéos. En plus, c'est plus proche du code que. C'est vraiment parce que les logiciels que j'utilise dans le commerce n'étaient pas assez rapides. Mhm.
Tu vois, à un moment, je me suis posé la question d'automatiser un logiciel qui permet de vraiment tous les jours d'avoir les résultats boursiers, de faire une vidéo de résumé, de l'uploader automatiquement. Ça me prenait, il m'a fallu 1 heure pour coder le script qui permet de faire ça. Et ensuite, je pouvais bazarder tous les jours à 1 heure donnée, ça me prenait 0 seconde. Et c'est ce que je te disais au départ, la première fois que j'ai fait une vidéo pour TikTok avec ce format-là qui est carrément généré par un ordinateur, j'ai mis 8 heures. Ouais. Mais tu vois, chaque fois que je fais un contenu, je me dis mais comment je peux améliorer mon processus de quelques secondes, mais quelques secondes par quelques secondes, tu vois, je suis passé de 8 heures à 30 minutes maintenant. Alors, c'est extrêmement intéressant ce que tu dis. Je vais te poser une question. Pour toutes les personnes qui font du contenu ou voudraient en faire, toi, quel serait ton conseil justement pour qu'elles arrivent à s'améliorer, peut-être à gagner en efficacité? Bon, toi, tu es dans une niche un peu particulière parce que tu utilises un logiciel que tu es le seul au monde à utiliser, mais tu dois bien avoir des trucs que tu as mis en place qui sont applicables par d'autres personnes. Oui, c'est très réplicable. Alors, moi, je suis pas quelqu'un de la technique pour la technique. Je trouve ça totalement débile. Si tu veux vraiment t'améliorer, il y a une méthode qui est une méthode japonaise. En plus, je sais que tu as travaillé pour une boîte japonaise et moi, j'ai travaillé avec Toyota. Donc, ce qui est la méthode Kaizen, c'est que on va prendre l'idée que vous faites un certain nombre de tâches. Et à chaque fois que vous faites une tâche, vous essayez de légèrement la modifier pour aller plus vite. Et mathématiquement, ce qui va se passer, c'est que si vous gagnez, on va dire 1%, au bout d'un moment, vous allez vraiment diminuer, et ça va prendre de moins en moins de temps. Et je pense que c'est une grosse erreur de la mentalité française, européenne et on va dire occidentale. C'est on va faire des gros changements, on va modifier plein de trucs. Non, modifier un truc vraiment atomique. Tu vois, là moi je fais du développement, donc j'ai développé mon outil, je pouvais mettre des gifs et des images. Mais un truc tout con, c'est quand je mettais une image mais que je la changeais pour un gif, il fallait que j'aille cliquer à un autre endroit pour lui dire attends, là c'est un gif que je dois mettre. Et là moi j'ai fait ouais, si je lui mets une image avec un gif, il va détecter que c'est un gif et il change le paramètre et il sait que maintenant que c'est un gif, quoi. Ouais. Tu vois, et c'est un tout petit truc, ça m'a pris 30 secondes à modifier dans mon code. Ouais. Et maintenant, mon logiciel le fait automatiquement. Ça paraît rien comme ça, mais mis bout à bout, les toutes petites optimisations, ça fait gagner beaucoup de temps. Derrière, ça dégage un peu de charge mentale, on va dire, où finalement les gens vont avoir plus d'énergie à consacrer au reste, qui va contribuer encore à améliorer. Donc ça fait un peu effet boule de neige. Je l'ai remarqué avec un des logiciels que je commence à utiliser, là, dont j'ai parlé au début, Descript, qui fait la transcription. Il propose des trucs qui sont très sympas, mais c'est tout con. Tu es en train d'éditer ta vidéo, parce que c'est un éditeur de vidéo, au-delà d'un éditeur de transcription. Tu as un petit bouton en haut, tu cliques, et il te donne une banque de gifs, comme tu disais, tu vois. Avant, ce que je faisais, parce que avant que je découvre ce logiciel, je faisais transcription à la main sur DaVinci Resolve ou sur CapCut. J'allais chercher des gifs, je les importais, je les mettais dedans. Là, je clique, je tape le nom du gif, je le mets. Mais c'est tellement plus rapide, tellement plus facile. Ça rend le truc plaisant. J'en mets partout, j'adore ça. Et je tape plus de vidéos. Genre vraiment, c'est des petites modifications comme ça qui font que à la fin, tu améliores tout. Un autre truc que j'ai commencé à mettre en place, parce que j'ai essayé, c'est de batcher le contenu. Alors ça, j'ai mis longtemps à y arriver. Mais en fait, j'ai repris mes posts LinkedIn, là, mes 6 derniers posts LinkedIn, on va dire. J'ai allumé la caméra, je fais clic, enregistrer, je lis mon post LinkedIn, j'enregistre. Je lis le deuxième post LinkedIn, je l'enregistre. Il y a 6 vidéos comme ça qui sont tapées et à la fin, j'ai plus qu'à faire l'édition et l'upload. J'ai gagné un temps fou, j'ai sorti plein de vidéos, j'étais très content. C'est pas les meilleures vidéos de ma chaîne,
Mais franchement, done is better than perfect là-dessus. Donc, je sais pas Ouais. si tu fais un peu la même chose. Alors, si tu veux, je vais te donner mon processus, mais après, j'aimerais bien qu'on parle d'un truc, c'est qu'il faut pas voir l'automatisation comme une fin en soi. Ouais, Parce je que suis un peu un je- maxi de l'automatisation là-dessus, mais Ouais, mais je trouve qu'à l'heure actuelle, et les marketeurs font beaucoup cette erreur, je trouve, Mhm, c'est qu'ils font de la masse et ils oublient que le but, c'est pas de faire du reach, mais c'est de créer une communauté. mhm. Tu vois, et ça, on en parlera ensuite si tu Ouais, veux. ouais, carrément. Parce que pour moi, c'est un sujet que je pense qui est très important et qui a été oublié avec TikTok. Mhm, Et non, pour mon processus, bah, tu vois, ce matin, j'ai fait une nouvelle vidéo. Alors, c'est pour le sujet, je vais essayer de le vulgariser au maximum. C'est que JavaScript a des syntaxes qui sont particulières, du moins qui sont pas très logiques au premier abord. mhm, En gros, on écrit des commandes informatiques qui sont mathématiquement pas très justes, on va dire ça comme ça. Et donc, je suis parti d'un exemple tout basique où c'est reconnu comme quoi c'est une bizarrerie. mhm. C'est une bizarrerie du langage de programmation. Donc moi, j'avais l'explication de à peu près. Je suis allé sur GPT-3 chat, je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu pourrais me dire à ce sujet-là? Donc il m'a sorti tout un pavé, me donnant l'explication de pourquoi du comment. Bon, l'avantage c'est que moi je suis expert du domaine, donc j'ai vu qu'il arrivait à la même conclusion que moi, il le formulait un peu mieux. Mhm. Un peu mieux. Un peu Donc mieux là, quand même, un peu mieux. C'est Ouais, c'est fort. Il le formulait assez bien. Après, je me suis pas servi de. Je sais plus, il m'avait fait une page de texte. J'ai pas relu la Ouais, page de texte. J'ai ouais. juste vu que il prenait deux trois arguments qui étaient intéressants et je les ai repris. Donc ensuite, j'ai démarré mon Audacity. Donc là, j'ai vraiment travaillé sur la première phrase, le hook. Ensuite, j'ai débité mon texte en réfléchissant un petit peu à quoi ça va ressembler. Mhm, Et dans le sens où, au bout d'un moment, quand tu commences à faire ça de façon un peu industrielle, tu t'aperçois que tu parles toujours à peu près de la même façon. Donc, j'enregistre ma voix, donc ça prend. C'est la partie pour moi la plus longue parce que c'est la seule que j'ai pas réussi à automatiser. mhm. C'est la seule où je n'arrive pas à voir comment je pourrais l'automatiser. Mais bon, il y a des trucs du style, ça enlève automatiquement le bruit de fond, ça enlève les bon, de ce genre de trucs, on peut les enlever assez facilement, ça met une meilleure voix, le son est plus clair. Donc ça c'est totalement automatisé, donc c'est la grosse partie, c'est le temps que j'ai pas encore réussi à trouver une solution pour améliorer ça. Mhm. Ensuite, une fois, je le mets dans mon logiciel. Donc en plus j'importe des templates qui sont déjà préfaits. Et tu vois, par exemple, dans le template, il y avait des trucs qui allaient pas quand je modifiais le texte il se barrait à un autre endroit. Ça, j'ai recodé tout pour que dès que j'appuie sur un bouton, je change le titre, automatiquement, j'ai le titre qui s'affiche comme je veux. Mhm. Donc tu vois, tu fais ça. Ensuite, c'est là que tu t'aperçois que tu parles un peu toujours de la même façon. Tu vois, par exemple, ma phrase de hook, je me suis aperçu qu'elle fait à peu près toujours la même taille. Ok, Elle fait 3 secondes. ok. Je le dis toujours en 3 secondes. Ouais. Alors peut-être que c'est naturel de faire 3 secondes. Mais par exemple, j'ai un truc d'accueil qui fait du branding de ma chaîne, mais je ne l'ai jamais resizé. Ok. Parce que c'est toujours à peu près les 3 secondes. Les 3 secondes d'introduction. Et ensuite, tu t'aperçois, des fois, même tu as des trucs qui se resynchronisent parfaitement en partant d'un template qui a une autre bande son, quoi. Et tu trouves que du coup tout ça mis bout à bout, ça déshumanise un petit peu ton contenu parce qu'il est trop industrialisé et que tu Non, perds non, la non, cible Non, parce que ma voix est toujours la mienne. C'est juste la façon de faire qui est beaucoup plus optimisée, quoi. Mhm. Parce qu'au final, j'ai pas copié ce qu'a dit GPT-3, j'ai juste regardé ce qu'il faisait, qu'il m'a dit, j'étais d'accord avec lui. Il a pris des arguments que j'avais pas vus, moi j'en avais d'autres. Après, je sais ce que mon audience veut. Tu vois, c'est juste un gain de temps, c'est juste qu'il a formalisé en 10 secondes, il a formalisé ce que moi, il m'aurait fallu 10 minutes, quoi. Ok. Donc, même si à la base, c'est moi qui lui ai soufflé l'idée, je lui ai dit, voilà, j'ai cet exemple-là, tu pourrais m'expliquer pourquoi cet exemple-là est pas si bizarre que ça, mais c'est pas lui qui a fait le hook, parce que ça, il est médiocre à faire le hook. Mais il m'a donné l'explication, quoi. Il a fait la recherche documentaire pour moi, quoi. Donc est-ce que ce que tu dis finalement, c'est que faut arriver à concilier le côté automatisation avec derrière une espèce de, je sais pas, un contrôle qualité, le fait de s'assurer que
on a un contenu qui est sympa, qui peut plaire à l'audience, qui apporte vraiment de la valeur et qui soit pas juste un truc qui va alimenter la machine. Ouais. Ouais, c'est là que je pense que beaucoup de marketeurs ont fait une erreur, et surtout avec le reach très facile de TikTok. Mhm. C'est que moi, je viens du monde YouTube, qui est un monde qui est beaucoup plus compétitif. À l'heure actuelle, TikTok, c'est pas un monde compétitif. Je vais te dire, j'ai une copine, elle a 77 000 abonnés sur TikTok, et elle ne sait pas du tout comment gérer une communauté, et elle ne construit pas une communauté. Et tu peux le voir dans les chaînes. Moi, j'ai un rapport numérique sur une vidéo. Par exemple, si tu ne fais pas autant de vues que tu as d'abonnés, c'est pas bon. Et tu vois, et tu as des TikTok, si tu regardes, ils se font 1 million de vues, et après ils font 1000 vues, 1000 vues, 1000 vues, 1000 vues, 1000 vues. Et tu vois, moi, mon but, c'est toujours d'avoir un ratio de 1. Alors, bon, en général, c'est pas 1, c'est 1 sur 2. 1 sur 2, ce qui est déjà très bien. Donc, c'est vraiment de vouloir construire une communauté plutôt que de vouloir construire du contenu à la chaîne pour faire de la vue, de la vue, de la vue. Parce que ce qui va arriver sur TikTok, c'est que dans 2 ans, dans 3 ans, ça sera beaucoup plus compliqué. Ouais, winter is coming. Ouais, winter is coming, et ça va arriver beaucoup plus vite parce que comme tout le monde est en train de dire c'est amazing, 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 tout le monde va venir. Mais le jour où ça deviendra plus compliqué, on verra ceux qui resteront. Ouais, absolument. Et alors, je te rejoins là-dessus, mais pour moi, ça reste un dilemme. Je m'explique. Il y a d'un côté, faire du bon contenu, créer une communauté, voilà, toujours s'assurer que t'es pas en train de faire ça juste pour sortir du contenu. Mais de l'autre côté, il y a quand même le contenu. Et j'ai 2 approches qui illustrent l'un et l'autre, dont je m'inspire des gros marketeurs américains, tu vois. MrBeast. MrBeast, lui, il sort pas des vidéos tous les 4 matins sur YouTube, en tout cas. Ces vidéos, elles explosent, comme on le disait. Elles sont énormes, elles sont très réfléchies, très produites et tout et tout. Et le mec, il dit ça. Il dit, réfléchissez à une bête d'idée et mettez le paquet dessus parce que c'est ça qui va vous faire sortir du lot. Vous allez intéresser les gens, vous allez travailler votre vidéo, tu vois. De l'autre côté, il y a un mec, c'est Gary Vaynerchuk, où lui, son approche, c'est plus document everything. Donc, tu es en train de faire un podcast, comme on est en train de faire, tu le filmes, tu le découpes, tu le renvoies sur toutes les plateformes, mais avant de renvoyer sur les plateformes, tu contextualises un petit peu. Mais les approches sont quand même fondamentalement différentes, quoi. MrBeast, lui, c'est un contenu qui est archi réfléchi, qui va pas sortir tout le temps, qui est très travaillé, très storytellé, et il mise tout dessus. Donc, ça passe bien ou ça casse. Donc, c'est binaire. Gary Vee, d'un autre côté, lui, c'est tu fais des vidéos dès que tu peux, sur tous les sujets, sans qu'ils soient travaillés. Tu les rebalances un petit peu partout. Et tu vas faire des vues un petit peu au constant. Tu vas te familiariser avec ton audience. Tu vas être naturel. Et j'ai vraiment du mal à concilier les 2 approches, quoi. Tu vois ? Et pourtant, je trouve qu'il y a de la vérité dans les 2. Alors, moi, l'idée que j'ai, alors c'est pas mon métier de faire ça, donc ça vaut ce que ça vaut. C'est surtout, il faut que tu te poses la question. Déjà, t'es pas ce genre de personne, tu vois. Tu peux pas comparer une chaîne à 10 000 abonnés à une chaîne à 2 millions d'abonnés, surtout que c'est des gens qui font ça depuis plus de 10 ans et ils ont des avantages compétitifs parce qu'ils ont vu toutes les plateformes, tu vois. C'est ce que je te dis, moi, en venant de YouTube, TikTok, il y a certains points où je suis à la maison, quoi. Et tu vois, moi, j'ai eu l'avantage, c'est que dans le monde du développement sur YouTube, c'est très compliqué parce que faire 3 vues, c'est très dur. Mais tu vois, quand j'arrive sur TikTok, où je vois les reach que j'arrive à faire, je me dis, je peux jouer une carte. En plus, dans la niche où je suis, les youtubeurs n'ont pas encore compris qu'il fallait peut-être switcher. Donc il y en a certains qui ont compris, mais comme ils n'ont pas des très bonnes stratégies, ça marche pas très très bien. Et il y a des pure players qui, eux, ils ont bien compris ce qu'ils sont en train de faire et ils ont adapté des formats YouTube au format TikTok et ça marche très très bien, quoi. Ouais, en tout cas, je continuerai de m'inspirer de ça et de peut-être recommander aux gens MrBeast, Gary Vaynerchuk, bref, de regarder un petit peu, de s'inspirer des gens dont on aimerait avoir le succès, même si on ne peut pas en avoir un dixième. Mais au final, bon, je pense qu'il y a de la vérité dans les 2 approches.
je reviens juste sur ce que tu as dit qui est vrai et qui est peut-être la seule vérité pour s'améliorer, c'est juste faire un petit peu meilleur à chaque fois. Que ce soit avoir une optimisation un peu intelligente ou avoir un contenu un petit peu mieux écrit, un petit peu mieux raconté à chaque fois. À la fin, on s'approche de la vérité. Si on fait un nombre de contenus suffisant, on devrait voir un truc qui émerge et réussir à capitaliser dessus, quoi. Alors moi j'ai deux stratégies par rapport au type de contenu qui émerge. Alors moi j'ai un contenu phare que je décline. Dès que j'ai un truc qui marche, je le décline à l'infini. En ce moment, j'ai remarqué que si par exemple je dis un truc, je vais caricaturer, mais c'est j'ai une super ressource pour toi pour résoudre tel problème, je te montre comment on fait, screenshot. Clairement c'est ça, j'ai vu que ce format-là, ça marche super bien. Je l'ai décliné à l'infini. Mais en parallèle, une vidéo sur deux, je me dis, je teste un truc. Peu importe de quoi ça parle. Là, l'autre jour, j'ai utilisé une vidéo où j'ai utilisé Stable Diffusion pour faire des images truquées, pour expliquer en quoi les NFT c'était des conneries. Parce que moi j'arrivais à créer une collection de NFT en 10 lignes de code, j'ai réussi à créer une collection de NFT, donc ça n'a aucune valeur puisque en une heure j'ai fait 10 000 NFT et en plus avec des intelligences artificielles encore plus sophistiquées, j'arrivais à reproduire des peintures de maître. Donc moi je l'ai. Les collections instantanées, quoi. Ouais, c'est collection instantanée, donc je posais la question, mais tu vois, ce format-là n'a pas marché. Les gens n'ont pas aimé, donc moi j'ai abandonné. J'ai abandonné parce que soit c'est pas mon style, soit ça n'intéresse pas mon audience. Mais tu vois, j'ai retenté autre chose, quoi. Ouais. Et tu vois, à un moment ou un autre, tu vas finir par voir un schéma qui émerge. Tu vas voir des vidéos qui vont bien marcher. Et c'est là qu'il faut les reproduire. Et c'est là que TikTok est intéressant. C'est comme tu as un reach qui est élevé, tu peux très vite voir ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas. Tu vois, au bout d'une heure, tu es capable de savoir si une vidéo va marcher ou pas. C'est une très bonne remarque et c'est un truc dont je discutais avec une de mes clientes. Là, on s'est fait un coaching sur du TikTok Ads et je lui disais qu'une stratégie, ça pouvait être plutôt que de payer de l'argent pour tester ses contenus. Donc, je lance la pub 1, je lance la pub 2, je lance la pub 3. Tu fais des contenus, tu les mets sur TikTok. Si tu vois qu'il y a une des vidéos, 3, 5, 10 vidéos que tu lances qui fait 10 fois plus de vues que les autres, c'est sans doute parce qu'elle plaît à l'audience et du coup, tu as plutôt intérêt à miser ton argent sur cette vidéo en priorité. Et c'est super. TikTok nous permet de faire ça à nous, les marketeurs là, de la pub. Donc, franchement, piquez ce conseil et appliquez-le ad-lib. Gaëtan, je te propose qu'on se rapproche de la fin du podcast. On a discuté depuis presque 1 heure. Et j'ai plus d'eau dans ma gourde, donc je vais bientôt arriver à sec. Je te remercie pour tout ce que tu nous as échangé, mais avant qu'on se quitte, est-ce qu'il y a un dernier message que tu aimerais faire passer et aussi où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux et ailleurs? Ouais, et ben, je pense que je vais conclure un petit peu ce que moi je ferais. Tu vois, si je recommençais à zéro, c'est vraiment, et ça on va être vraiment dans le marketing parce que c'est vraiment du marketing, c'est de définir l'audience qu'on veut avoir, le sujet qu'on veut parler. Alors, c'est peut-être bateau, mais moi qui viens de l'informatique, ça ne l'est pas. Et c'est vraiment créer du contenu qui est adapté dans une stratégie donnée. Et tu vois, c'est un débat qu'on a souvent eu ensemble. C'est que je t'ai toujours dit, mais tu vas un peu dans tous les sens. Ouais. Contrairement à moi qui plus industrialisation à fond. On fait un sujet, mais au moins on le décline à l'infini et on essaie de le poncer à fond avant de passer au sujet suivant. Mais vraiment pour voir dans quel contexte ça se met et quels sont les objectifs financiers ou est-ce que vous voulez atteindre des clients, est-ce que vous êtes dans la bonne direction, parce que ça sert à rien de créer du contenu pour avoir, on va dire, de la fame. Ça sert strictement à rien, de la fame pour la fame. Moi j'ai une autre communauté dont on n'a pas parlé, c'est de la fame pure. Et ça sert strictement à rien. Après c'est du kiff et je pense que les gens qui t'écoutent ils font pas ça pour le kiff. Du moins ils font ça pour le kiff, mais il faut aussi qu'on leur apporte quelque chose, quoi. Ça nourrisse un petit peu, quoi. Ouais. Et tu vois le contenu ça peut être déjà très très long, donc déjà si on n'aime pas il faut abandonner. Je pense qu'il y a d'autres manières de trouver des clients que le contenu.
C'est souvent l'un des moteurs qui met le plus de temps. Et tu vois, moi j'ai mis plus de 2 ans à comprendre mon audience sur la partie JavaScript, hein. Ouais. C'est vraiment pour comprendre ce que les gens voulaient, pour vraiment alors faire un petit peu ma marque. Et tu vois, TikTok m'a aidé parce que tu vas beaucoup plus vite. Et je me suis aperçu que maintenant que je fais du TikTok first et que je reposte ce que je fais sur YouTube, ma chaîne YouTube grossit beaucoup plus vite. Ok. Donc ça m'a permis aussi de m'améliorer. Je pense que ça m'a permis d'améliorer les hooks et les quelques vues que je fais maintenant sont beaucoup plus mis en avant parce qu'elles sont beaucoup plus alléchantes pour YouTube aussi. Ok, donc pensez en priorité à votre audience et faites des choses qui vous plaisent parce que ça va prendre du temps et que si vous aimez pas ça, ça va vous dégoûter et que vous aurez fait tous ces efforts pour rien, vous allez en ressortir pire que vous avez commencé, donc ça vaut pas la peine. Est-ce que j'ai bien résumé tout ça? C'est ça, c'est ça. Et franchement, c'est une bonne aventure, mais des fois, ça va aussi vous obliger à vous améliorer vous-même. C'est ce que je disais avec Kaizen. Ça va pour la technique, ça va pour votre contenu, mais ça va aussi pour vous-même. Ouais, c'est clair. J'avais du mal à m'exprimer devant une caméra, et même j'ai toujours du mal à parler quand on démarre le micro et qu'on doit parler pendant 1 minute tout seul. Bah, au départ, c'est compliqué. Ouais, faut relancer la machine. Et du coup, Gaëtan, dis-nous un petit peu où est-ce qu'on peut te retrouver, quelles sont tes différentes chaînes et tout ce que tu aimerais mettre en avant. Vas-y, la lumière est sur toi, profites-en. Alors, moi, vous pouvez me retrouver sur JavaScript Academy, donc sur YouTube ou sur TikTok. Alors, c'est un peu différent sur TikTok, c'est JavaScript Academy by Gaëtan. Parce que quelqu'un avait déjà utilisé JavaScript Academy, donc faudrait un jour que je change le nom, mais j'ai la flemme. Ok. Écoutez, pour ceux qui regarderont cet épisode ou qui l'écouteront, n'hésitez pas à aller checker son contenu, en particulier si vous êtes friand de contenu un peu snackable, faut que j'arrête avec les anglicismes, pour apprendre le code, le dev de manière facile. Et pour le reste, n'hésitez pas à vous abonner au podcast Ultra Giga Cool ainsi qu'à la newsletter. On se retrouve pour un très prochain épisode. Salut Gaëtan, merci, ciao. Merci à toi.